Je vais vous demander de couper vos caméras et vos micros. On va laisser Franck s'exprimer. Et puis, ensuite, vous savez qu'on a la traditionnelle séance de questions-réponses euh, qui sera, à mon avis, extrêmement intéressante. Donc, on va partir comme ça. Franck, toi, On est tu gardes parti? ta caméra et ton micro allumés, surtout, parce qu'autrement... Oui, les histoires sont pas mal. Merci d'être là en tant que président de la CSMF et en tant qu'ami. Et on est quand même dans une situation qui est une situation très particulière, puisqu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de stratégie nationale de santé, et ça fait 3 voire 4 ans on l'attend. On a pendant ce temps-là dépensé à peu près 250 milliards à 260 milliards d'euros par an sans avoir aucun plan objectif. C'est-à-dire que, en gros, si on faisait ça avec une entreprise comme LVMH, à mon avis, Bernard Arnault serait pas très intéressé par rencontrer Trump. Donc, on est vraiment dans une situation qui est une situation de non-visibilité totale. Qui plus est, en ce qui concerne la situation des médecins libéraux, alors on a la PPL Garot, la PPL Mouillé et les propositions de François Bayrou. Donc, pour le commun des mortels, d'abord, ce serait intéressant que on puisse discuter des propositions de la CSMF et puis que tu nous dises un peu ce que tu penses de ce gloubi-boulga, parce que on voit des prises de position plus ou moins violentes de la part d'un certain nombre d'acteurs, les jeunes médecins en particulier. Euh, Au bout du compte, ceux qui trinquent, c'est la population générale. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter en tant que professionnel et pas accepter en tant que citoyen. Et on peut pas l'accepter non plus en tant qu'élu local. Donc voilà, je te passe donc la parole pour que tu nous parles de ces sujets qui sont absolument primordiaux pour avoir un système de soins qui fonctionne, avec les spécificités françaises qui sont plutôt intéressantes et bonnes à conserver, mais avec une organisation qui doit, à mon avis, être totalement revue. Alors, merci Olivier, merci pour ton invitation. Ravi de te voir en forme et vraiment très honoré d'être à nouveau devant vous. Et puis bravo pour l'actualité, parce que vraiment, ça tombe, comme tu le dis, à point nommé. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, En fait, je commencerai par presque le titre du paragraphe consacré par le JDD ce week-end lors de la thèse François Bayrou, et où je cite deux mots. François Bayrou tacle le manque de responsabilité des médecins libéraux et les études ont été financées par les collectivités. J'avoue que je regrette que notre Premier ministre ait pu tenir des propos pareils. Il avait déjà tenu des propos pour le moins troubles devant le CESE, euh, avant finalement de corriger le tir, si j'ose dire, et d'être force de proposition lors de son intervention très longue qu'il avait fait en annonçant le pacte de lutte contre les déserts médicaux. Je le regrette et je pense qu'on comprenne tous ensemble, on les connaît tous, mais et qu'on se rappelle quelques chiffres. Euh, Nous sommes 15 millions de plus en France qu'en 1980 et sortent aujourd'hui des facultés de médecine, et j'ai dit bien sortent et pas entrent dans les facultés de médecine, finalement le même nombre de médecins qu'à la fin des années 70, début des années 80, c'est-à-dire au bas mot 8000 médecins par an. Ce n'est pas une spécificité française, on le sait tous. Agnès Buzyn, que vous avez reçue, je crois, il y a pas longtemps, c'est un des sujets sur lesquels elle intervient fréquemment. Quand elle a quitté le ministère de la Santé et qu'elle est allée à l'OMS, je me souviens des déclarations et échanges qu'on avait pu avoir à maintes reprises, disant c'est un problème mondial, la population mondiale a doublé en 2 générations, nous manquons de 30 millions de soignants dans le monde. Il y a une particularité française, c'est que dans les années
80, 2000, et chacun a sa part de responsabilité, et les syndicats médicaux aussi, et la CSMF aussi. C'était ceux qui pointaient du doigt le risque d'un numerus clausus et finalement du non dans la situation qui est celle qui est la nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 240 000 médecins en activité, plus que jamais finalement. Exactement 241 250 médecins, c'est l'atlas démographique du Conseil de l'Ordre, publié il y a tout juste quelques semaines, et que le Conseil de l'Ordre lui-même qualifie d'une augmentation en trompe-l'œil. Pourquoi en trompe-l'œil? Parce que, et c'est un fait de société, et la santé n'y échappe pas, mais moins de temps médical. Et c'est vrai dans de nombreux métiers, y compris le nôtre. Et le Conseil de l'Ordre appuie sa démonstration en disant que le nombre de médecins à activité régulière est passé en 15 ans, de 2010 à 2025, de presque 93% à 83% aujourd'hui. On dénote un nombre de médecins retraités actifs, on le sait, on en parlera dans nos propositions d'ailleurs, très important, c'est plus 300% sur ces 15 dernières années. Mais le nombre de médecins qui ont une activité intermittente a augmenté également de façon importante, fait de société, et une augmentation de plus de 71%. Et puis on en parlera également dans les propositions, c'est qu'il y a un nombre de médecins salariés qui ne cesse de croître. Loin de moi l'idée d'aller dire c'est la faute au secteur salarié, c'est un fait de société. Je me souviens encore récemment, quand avant qu'elle ne quitte ses fonctions de conseillère du président de la République, d'échange avec Katia Julienne, quand je lui disais, mais vous savez, il faut 2 à 3 médecins libéral, jeune médecin libéral pour remplacer un médecin libéral qui fait valoir ses droits à la retraite. Elle me disait, on est un peu plus précis maintenant, on est à 2,3 pour en remplacer un, mais vous savez, me disait-elle, c'est dans tous les secteurs de la santé, public et privé, médecins et autres professions de santé. Il n'en est pas moins vrai que sur ces 15 dernières années, le nombre de médecins salariés, source Conseil national de l'Ordre des médecins, a augmenté de 18,4%, que le nombre de médecins libéraux sur cette même période à activité exclusive a baissé de 12,2%, et alors qu'on nous vendait, rappelons-nous les uns et les autres, que les plus jeunes de nos confrères voulaient un exercice mixte, à la fois libéral et salarié, garder un pied à l'hôpital, comme certains le disaient, eh bien, que nenni, le Conseil de l'Ordre nous démontre que le nombre de médecins à exercice mixte, sur ces 15 dernières années, a baissé de 12,6%. Et puis, j'arrête mes chiffres sur la démographie médicale, le nombre de créations de postes de praticiens hospitaliers. Je sais que tous ne sont pas occupés par des praticiens hospitaliers titulaires, mais sur ces 10 dernières années, source du Conseil national de gestion, augmenté de 13%. Je te rejoins, Olivier, quand tu dis finalement quelle stratégie nationale de santé? On a déversé des milliards sur notre système de santé. On se souvient du Ségur de la santé. Loin de moi de dire qu'il ne fallait pas faire le Ségur, tant les problèmes de valorisation salariale, entre autres à l'hôpital public, dans tous les métiers, celui des médecins, mais celui des autres métiers de la santé, étaient absolument criants. Simplement, on n'en a pas profité pour réformer l'hôpital. La chose était peut-être difficile, mais on n'en a pas profité pour réformer l'hôpital. Aujourd'hui, au dire de l'assurance maladie, nous ferions, où les Français, 11% des Français, n'auraient pas de médecin traitant. Et toujours au dire de l'assurance maladie, je ne sais pas comment ils appuient leur démonstration, 1 sur 2 de ces 11% ne chercherait pas de médecin traitant. Permettez-moi de le mettre au conditionnel. Et puis, dernier point chiffré, c'est les patients qui ont des maladies lourdes, des maladies complexes, qu'on appelle les affections de longue durée. Ça croît, on le sait, ça fait partie des différentes transitions. On parlait tout à l'heure des transitions démographiques, mais il y a les transitions épidémiologiques. On sait, et
l'Académie de médecine le signalait dès la fin des années 70. C'était une des rares institutions à s'inquiéter de cette baisse de la démographie médicale, disant attention, attention, notre espérance de vie va augmenter, le poids des maladies chroniques commence à être prégnant et va augmenter. C'était il y a 40 ans, plus de 40 ans. Aujourd'hui, entre 2014 et 2022, c'est plus de 2,7 millions de nos concitoyens qui souffrent et ont une ALD, ont une maladie à infection de longue durée. C'est 3 à 400 000 de plus chaque année. Et vous savez que c'était un point d'importance parce que avoir une maladie chronique, avoir une infection de longue durée et par un médecin, ça interroge sur son suivi, ça inquiète, c'est plus qu'interroger, ça inquiète réellement son suivi. Des mesures incitatives ont été mises en place par l'assurance maladie et les syndicats médicaux. Le résultat n'est pas parfait, mais avec cette augmentation de 3 à 400 000 par an, malgré cela, nous sommes passés de 5,4% des patients en ALD en 2022 sans médecin, 3,8% en décembre 2024. C'est trop, c'est toujours trop, mais ça a diminué et ça a diminué de façon significative. Alors, que faire? S'il y avait une solution magique, mercredi soir dernier, je participais à RTL Soir, l'émission d'Yves Calvi, du maire de Houille, en compagnie de Mathias Varbon, mais surtout de Guillaume Garot. Et les échanges étaient courtois, mais assez vifs, entre autres entre Guillaume Garot et moi, parce que tout n'est pas acheté dans la proposition de loi que porte Guillaume Garot. Mais l'article 1 qui vise à supprimer la liberté d'installation, j'en fais pas un dogme absolu, même si c'est un des piliers fondamentaux de l'exercice libéral. Mais en pensant que le supprimer, ça va permettre à chacun de nos concitoyens de trouver un médecin au pied de sa porte, permettez-moi de considérer que c'est un peu populiste ou électoraliste. Je dirais pas simpliste parce que je pense que Guillaume Garot connaît bien, mais use finalement du caractère politique et des enjeux politiques liés à l'accès aux soins. Pourquoi je dis ça? Parce que regardons les pays qui nous entourent et qui s'y sont essayés. Prenons l'Allemagne par exemple. Il y a eu un très bel article dans le quotidien du médecin il y a un peu plus d'un an où l'interviewé était un de mes confrères, Mathias Grün, qui sera d'ailleurs présent à nos universités d'été, et qui était interrogé par les journalistes du quotidien du médecin sur la régulation à l'installation en Allemagne, qui existe. Et ces réflexions étaient doubles. La première, c'était de dire, ça a été mis en place quand on avait pléthore de médecins et que ça a été mis en place finalement à la demande des médecins parce que dans certains territoires il y avait trop de médecins et ils avaient du mal à avoir une activité professionnelle juste décente et normale. C'était sa première réflexion. Et la deuxième réflexion qui était la sienne, c'est que la politique d'aménagement du territoire est assez différente entre l'Allemagne et la France et que le principe des Länder fait, disait-il dans cette interview, que rares sont ceux des Allemands qui sont éloignés de plus de quelques kilomètres d'une crèche, d'une école ou d'un centre commercial. Alors, donc ça c'est le premier point sur le PPL Garot. Et puis le deuxième point qui est celui de la permanence des soins. La permanence des soins, ça fonctionne presque partout. 97% du territoire est aujourd'hui couvert par la permanence des soins ambulatoires le week-end, c'est 93% les soirs de semaine. Il faut s'intéresser au trou dans la raquette pour atteindre 100%, ça c'est une certitude. Mais vouloir imposer aux seuls médecins libéraux une obligation individuelle de permanence des soins, vouloir imposer aux seuls futurs médecins libéraux une suppression de leur liberté d'installation alors qu'on manque de médecins aujourd'hui partout et que les postes de salariés pullulent. Donc voilà,
mais ils vont juste pas s'installer. C'est ça le risque que nous courons. Alors, est-ce qu'il faut pour autant accepter d'entendre les propos du ministre nous disant les médecins libéraux manquent du sens de la responsabilité collective? Je ne le crois pas. J'entends, hein, comme vous, hein, des propos qui m'étonnent, parfois me choquent. Je ne suis pas de ceux et ma maison et la CSMF n'a jamais été. C'est un syndicat, vous savez tous, la CSMF, libéral, social et progressiste, qui construit, qui co-construit. Ça nous a été souvent reproché et je pense de construire chevillé au corps. D'où un certain nombre de propositions que nous avons faites. On n'est pas de ceux qui disons finalement le caractère de médecin libéral nous donne une liberté absolue, on ne doit rien à personne, on fait ce qu'on veut quand on veut et peu importe les difficultés d'accès aux soins de la population. Je pense en revanche qu'on est dans une situation, et je vous le disais tout à l'heure, qui est un peu inédite, parce que, même franchement inédite. On a à soigner 15 millions de Français en plus, avec moins de temps médical. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une solution unique, mais il y a plusieurs solutions. Alors, on a sorti nos propositions, on y travaillait longtemps, on les avait communiquées sur ces propositions, mais on a souhaité, au cours d'une conférence de presse consacrée à la lutte contre les déserts médicaux, intervenir pour clarifier nos propositions. On n'avait évidemment aucune information sur, on connaissait la proposition de loi transpartisane, entre autres portée par le député Guillaume Garot. On connaissait la proposition de loi du Sénat portée par le sénateur qui est d'ailleurs, vous avez vu, est passé hier soir en commission des affaires sociales du Sénat et le gouvernement la met en procédure accélérée. Et on a souhaité, et vous verrez qu'il y a une certaine similitude entre nos propositions et certaines des propositions émanant ou du gouvernement ou du Sénat. Je ne pense pas qu'on est soufflé les uns les autres dans l'oreille du voisin, mais finalement, on fait tous le même constat et on fait tous à peu près le même diagnostic et les thérapeutiques se rejoignent pour ceux qui veulent construire un système de santé. Nous, on a concentré nos propositions autour de 6 axes. Le premier axe, c'est le territoire et l'organisation territoriale. Et je vous parlais tout à l'heure de l'interview que j'ai eue sur le plateau d'Yves Calvi mercredi dernier. Je ne connaissais pas, c'est pas forcément le territoire le plus en difficulté, le plus en danger de la banlieue parisienne, j'en conviens. Mais quand il disait, et ça rejoint notre première proposition, accompagnons les médecins pour les aider à se regrouper dans des maisons de santé pluridisciplinaires, dans des cabinets de groupe, dans des pôles de santé. Et disait-il, je l'ai fait sur ma commune et on était en difficulté d'accès aux soins et on avait du mal à recruter les médecins. Tout n'est pas parfait, mais ça marche et ça produit ses effets. Ben moi, je pense que la première proposition, c'est ça. Or, sur le territoire, parfois, aussi surprenant que ça puisse être, eh ben, on voit bien que dans 2 mairies distantes ou 2 communes distantes, parfois de quelques tout petits kilomètres, chacun des maires et chacune des municipalités se bat pour avoir son docteur. Pour revenir à une définition qui est celle des bassins de vie, celle des communautés de communes, et que là, dans les bassins de vie, évidemment, et on sait bien combien c'est difficile, on sait que près de 90% du territoire aujourd'hui est considéré comme une zone sous-dense sur un plan médical, donc il faut faire feu de tout bois pour essayer de pouvoir accueillir les plus jeunes. Et ça passe, entre autres, par... moi, je suis un médecin libéral et je suis un libéral dans l'âme. Je ne me demande pas à ce qu'on me règle mon cabinet et mon environnement. Je pense que ça fait partie de ma culture libérale de le construire moi-même. Mais pour autant, on ne peut pas demander
un cabinet de médecins, entre autres de médecins généralistes, de pouvoir pousser les murs et s'agrandir pour y accueillir qui un remplaçant, qui un docteur junior, qui une infirmière après en pratique avancée, qui des assistants médicaux. Et pourtant, l'ensemble de ces professionnels de santé à différents stades de leur formation que j'ai cités, on en manque cruellement. On en manque cruellement. Je parlerai des partages de compétences et de la loi infirmière qui a été votée hier soir, mais la CSMF là-dessus ne peut pas être accusée de s'opposer à l'évolution du périmètre des métiers. Bien au contraire, nous en manquons. Reste un problème de faire attention de ne pas tomber dans une perte de chance pour les patients, mais la première des pertes de chance aujourd'hui, c'est les patients qui n'ont plus de médecins qui les soignent, et parfois plus de professionnels de santé non plus. La deuxième chose, sur l'organisation territoriale, c'est ce que je qualifierais de politique du aller vers, qui va vers l'autre. C'était un mot qui était très cher à François Braun, et qui revient d'ailleurs dans les propositions faites par le Premier ministre. Je pense qu'il y a deux choses dans la politique du aller vers et qui doivent être menées de concert. Il y a le aller vers du patient qui peut rejoindre ce que je qualifierais de pôle de santé, qui va rejoindre son médecin finalement. C'est pas si simple aujourd'hui. C'est simple quand on est motorisé, c'est simple quand on a l'aisance financière pour le faire, c'est pas simple pour tout le monde. Les personnes les plus âgées, les plus fragiles et qui vivent en ruralité, ça peut être compliqué. Or, il y a plein de choses à faire. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille augmenter massivement les prescriptions médicales de transport. Bien au contraire, ça coûte 6,5 milliards quasiment à la nation. Je suis désolé, mais ça me semble être une folie absolue. Parce que d'ailleurs, on mixte et on mélange le transport sur prescription médicale pour des raisons médicales liées à l'état de santé du patient. Et ce qui est tout aussi important, le transport pour des raisons sociales de certains de nos concitoyens qui vivent dans des villages où il n'y a pas, s'ils n'ont pas de voiture et qu'il n'y a pas de car et de bus, ils peuvent difficilement bouger. Or, il y a des choses qui se font. Je suis gastro-entérologue à Reims, j'habite un petit village à 10 km du centre-ville de Reims. Jusqu'à il y a 1 an et demi, il n'y avait jamais un car qui y passait. Et ben, sous l'impulsion de nos élus locaux, et vous les connaissez, parce que cette impulsion-là, elle est venue de Catherine Vautrin, qui présidait ce qu'on appelle le Grand Reims, donc l'intercommunalité. Le président est devenu aujourd'hui mon copain Arnaud Robinet. Mais c'est Catherine Vautrin qui a mis en place, qui a donné l'impulsion politique pour que se mette en place, je crois qu'il y a 6 ou 7 lignes de cars qui passent toutes les heures et qui relient de multiples villages entre eux jusqu'à la ville de Reims. Et ça permet d'aller y faire ses courses, certes, mais d'aller à la pharmacie, d'aller voir son médecin, son chirurgien dentiste, son infirmière. Et ça coûte très très peu. C'est moins cher qu'un billet de métro. Hein. C'est 1 euro pour monter là-dedans. C'est une partie de la politique du aller vers. La deuxième partie de la politique du aller vers, ce sont les consultations avancées. C'est un projet que la CSMF porte depuis longtemps. C'est un projet que moi, je porte depuis longtemps. Pourquoi je le porte depuis longtemps? Parce que c'est mon exercice professionnel. 2 fois par mois, je vais faire des consultations avancées à 40-45 minutes de mon lieu dans les Ardennes. C'est une spécificité, alors on n'est pas les seuls. Sur la ville de Reims, on l'a fait avec beaucoup de force, pas parce qu'on est plus vertueux que d'autres. En un mot, l'histoire n'est pas celle-là. Les gros établissements de santé privés, les grosses cliniques de la ville de Reims ont été contactés par les établissements de santé privés, les cliniques de villes de moindre importance, Château-Thierry, Soissons, Châlons-en-Champagne, et j'en passe et des meilleurs, et comme ça 7 ou 8. Il y a 15-20 ans, moi j'étais à l'époque directeur général du groupe Provence Santé, ils sont venus frapper à notre porte parce qu'économiquement, ils ne s'en sortaient plus, ils se cassaient la figure. Et donc nous avons racheté ces établissements de santé, mais on n'a pas réussi finalement à faire mieux que ceux qui les possédaient avant, et ces établissements de santé qui étaient structurellement déficitaires. Et quand on les a fermés, on s'est dit on ne peut quand même pas laisser et la population et les médecins traitants qui y travaillent, qui s'étaient habitués à avoir un accès à des spécialistes dits
proximité, de leur dire, écoutez, nous, on rentre chez nous et c'est terminé. Donc, on a laissé, je crois il doit site de consultation secondaire de la ville de Reims. Mais on n'est pas les seuls. Il y a un certain nombre de cabinets de médecins généralistes qui font des consultations secondaires. Et donc, il doit être encouragé. Et je fais bien un distinguo. Et je pense que c'est ça qui a fait râler finalement un certain nombre de syndicats de jeunes. Je participais hier soir à une réunion dans le cadre du CRAPS dont l'invité était Yannick Noder et au pot d'accueil, le président de l'ANEMF, de l'Association nationale des étudiants en médecine, Lucas Poitvin, vient me voir et me dit quand même, il y a cette proposition gouvernementale qui vise à dire, vous l'avez vu comme moi, à ce que tous les médecins de toute spécialité fassent 2 jours par mois de consultations avancées. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait faire différemment et faire marcher le système sous forme d'une responsabilité collective? Et je lui dis, mais Lucas, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, puisque c'est ce que nous demandons, nous, à la CSMF. Et de vous à moi, c'est la réponse qui m'a été faite par Catherine Vautrin, que j'ai vue 2 fois de suite il y a dans les 10 jours qui viennent de se passer, par Yannick Noder, que j'ai vu hier soir, mais surtout avec qui j'avais un rendez-vous mercredi matin dernier, en disant « Je ne crois pas au principe de l'obligation individuelle. Je crois au sens de la responsabilité collective. » Et ce n'est pas un vain mot. La permanence des soins, ça marche comme ça. La permanence des soins en ambulatoire, il n'y a pas d'obligation individuelle. Certes, il y a 40% des médecins généralistes qui y participent. Ça a augmenté de 2% sur ces 2 dernières années. Mais à 3% près. Et ces 3% sont pour moi un souci. Et franchement, il faut analyser où il y a des trous dans la raquette et trouver les moyens de combler ces trous dans la raquette. 97% des cas, donc dans 97 départements, parce que cette organisation elle est souvent départementale, dans 97 des 100 départements français, la permanence des soins en ambulatoire faite par les généralistes, ça marche. Et pour ceux qui ont la chance, et je le vis comme une chance, une de permanence des soins en établissement de santé, j'en ai une dans mon exercice, peut vous assurer que je suis comme gastroentérologue, comme vous le savez, il n'y a pas un gastroentérologue qui manque à l'appel de la permanence des soins. Jamais. Pas parce qu'on a une contrainte individuelle, mais parce qu'on règle les choses entre nous et qu'un d'entre nous, on est partant pour faire plus d'astreintes parce que l'un de mes confrères aurait tendance à vouloir prendre la tangente. Donc, je crois que le modèle des consultations avancées doit être incité. Il l'est dans la convention médicale, économiquement, mais je crois qu'il doit être aussi facilité, sous forme avec une responsabilité collective, mais pour qu'il soit facilité, et ça ne vient pas des données de l'État, il faut, et je reviens de oui, que les collectivités territoriales, sur ce qu'on appelle les cabinets secondaires, finalement, les consultations distinctes, puissent mettre à disposition ces cabinets secondaires pour les médecins qui y vont travailler. D'un mot pour conclure sur ce sujet, mais il est pour moi d'importance, je vais vous donner quel était l'exemple de l'organisation des consultations avancées sur mon territoire. C'est plus de 15 spécialités de l'établissement dans lequel je bosse qui effectuent des consultations secondaires. Et pourtant, et j'en ai prévenu Yannick Noder, c'est en train de se casser les figures. Pourquoi c'est en train de se casser les figures? C'est que le prix des locations, de la secrétaire qu'on a en plus, du matériel ne cesse de flamber. Et aujourd'hui, ça devient un modèle qui est, désolé, c'est pas très noble, mais économiquement plus tenable. Or, il ne faut pas que ça se casse les figures. Parce que si il n'y a plus les médecins du second recours, les médecins spécialistes sur un territoire, ne rêvons pas, les médecins généralistes, ils ne vont pas s'y installer non plus. Or, c'est très important. Toujours sur l'organisation territoriale, je pense, et nous pensons également qu'il faut favoriser,
c'est un point où ça tarde, les médecins, je vous en parlais tout à l'heure en introduction, qui poursuivent leur activité au-delà de l'âge légal de leur départ en retraite, qui est aujourd'hui de 67 ans. Les médecins en cumul emploi-retraite sont un peu plus de 14 000 aujourd'hui, c'est 12% de l'activité des médecins libéraux, et 12% du nombre des médecins libéraux. C'est plutôt des médecins qui travaillent beaucoup, parce qu'ils sont d'une génération où le rapport au travail est assez différent des générations d'aujourd'hui, et ce n'est pas un gros mot que de le dire, ça ne concerne pas que les métiers de la santé et que les métiers de médecin. C'est un fait, le rapport au travail a changé. Et donc, nous devons veiller à ce que ces médecins en cumul soient incités à poursuivre leur exercice. Et que les plus jeunes qui vont faire valoir leur droit à la retraite soient incités à poursuivre leur activité. Or, on arrive dans une période qui est dangereuse, parce qu'on arrive dans la période, celles et ceux qui sont rentrés en faculté de médecine au début des années 80 vont bientôt faire valoir leur droit à la retraite. Or, ce sont les petits effectifs. Jusqu'à la fin des années 70, on formait 7000 médecins par an. Entre 80 et 90, 3005, 3006. Et entre 90 et 2000, 3002, 3003. Donc, on arrive dans les petits effectifs. Donc, si tout est égal par ailleurs, on risque d'avoir moins proportionnellement de médecins en cumul. Or, on en a besoin et on en a besoin aujourd'hui. Et puis, toujours sur l'organisation territoriale, et je vous parlais tout à l'heure de l'augmentation du nombre de médecins salariés. Deux points. Je pense que même s'ils peuvent faire polémique, mais sachez qu'en off, en tout cas, au ministère et au plus haut niveau du ministère, on écoute et on est plutôt d'accord avec les propositions qui consistent à dire qu'il faut certainement redéfinir et à l'évidence redéfinir la carte hospitalière. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut fermer pour fermer. D'autres pays l'ont fait. Je me souviens que dans cette ambiance au Café Nil, vous aviez reçu, et j'avais participé avec grand plaisir à un Café Nil consacré au Danemark, et c'était, si je me souviens bien, Olivier, l'ambassadrice du Danemark en France, qui était la personnalité que vous aviez reçue. Et elle disait, alors ils ont mis 20 ans pour le faire, on va pas le faire en 8 jours, c'est ça le sujet. C'est que, j'ai envie de dire, mais qu'a-t-on fait pendant 20 ans? C'est facile de dire ça, mais qu'a-t-on fait pendant 20 ans? Mais en 20 ans, ils ont diminué par 3, ils ont fermé le nombre d'établissements hospitaliers, publics, privés. Ils ont créé 16 superstructures, super hôpitaux. Ils ont regroupé les médecins de ville. Ils ont d'ailleurs aussi modifié en partie leur mode de rémunération. Je ne dis pas que tout est parfait, mais voilà ce qu'ils ont fait. Moi, ce que je pense, c'est que laisser l'illusion à la population, qui d'ailleurs n'y croit absolument pas, qu'on peut tout faire partout, y compris dans des petites structures, ça monopolise du temps médical. Qui vais consulter dans les Ardennes, dans un tout petit, dans une petite ville avec, où il y a un petit hôpital. Les gens, ils sont ravis d'avoir un service de proximité. Je pense qu'il faut transformer ces hôpitaux en des hôpitaux de proximité, où on y fait de la médecine polyvalente, de la gériatrie, du soin de suite. Mais laisser l'illusion que dans ces structures-là, on laisse un bloc opératoire qui monopolise du temps, du matériel, des médecins, des infirmières, et j'en passer des meilleurs et qui fonctionne souvent assez peu, c'est une source d'économie à faire et puis ça permet de récupérer du temps médical. Et je dirais la même chose, et vous avez vu comme moi les toutes récentes propositions de la conférence des doyens sur les urgences. Je pense qu'il faut redéfinir là aussi la carte sanitaire des services d'urgence. Là aussi, on manque de bras. Je pense que vouloir laisser des services d'urgence partout, alors laisser des maisons médicales de garde, ça c'est un autre sujet. Mais vouloir laisser des services d'urgence partout, ça n'a pas de sens. Il faut réviser la carte sanitaire. Je rejoins les propositions de la conférence des doyens sur la nécessaire régulation à l'entrée aux urgences. On parlait du Danemark, c'est ce que fait le Danemark. Il n'y a pas que, les Canadiens font ça aussi. Alors, ça ne peut pas se faire comme ça, parce que réguler
l'entrée aux urgences. Ça veut dire s'assurer, alors là, qu'il y ait zéro trou absolument dans la raquette pour que chacun de nos concitoyens puisse avoir accès à un médecin régulateur, à un médecin effecteur. Et sur ce plan-là, il est nécessaire que chacun puisse y participer. Vous parlez tout à l'heure de la permanence. Quand le Conseil de l'ordre nous dit, comme je me répète, c'est couvert à 97% du territoire, le week-end 93% la semaine, le nombre de médecins qui participent c'est 40%, mais le Conseil de l'ordre va plus loin dans le détail en disant cette permanence, cette PDSA est assurée pour 87% par des médecins généralistes traitants, des médecins généralistes de famille, ceux qui sont installés et dont on sait que le nombre diminue de façon significative, que c'est réalisé par 6 ou 7 ou 8% par des médecins remplaçants et par 2% par des médecins salariés des centres de santé. Alors évidemment, quand la présidente de la Fédération des centres m'entend dire ça, elle hurle, elle n'a pas hurlé. Je ne dis pas ça de façon ni véhémente, ni critique, ni agressive. Je pense que les centres de santé ont une vertu presque inégalable dans les lieux de la République où il n'y a plus grand-chose, dans les zones qui sont parfois des zones de non-droit et où la population est souvent laissée à l'abandon. Parce qu'il y a du deal, du trafic de drogue et plus personne n'ose rentrer, les centres de santé sont souvent, pas que, mais souvent eux qui assurent ce suivi médical et respect sur ce plan-là. En revanche, d'ailleurs, le projet, le groupe transpartisan et M. Garot accompagner financièrement sur le denier de la République, comme si ça coulait à flot financièrement les centres de santé partout parce que leur modèle économique ne tient pas, pour moi, c'est juste pas entendable. En dehors de ces zones très difficiles de la République dont je parlais, le reste, je suis désolé, leur mode de financement est tout à fait identique à un cabinet médical libéral. Et je ne connais pas de cabinet médical libéral qui soit en faillite. Et quand j'entends dire qu'un centre serait en difficulté économique, voire en situation de faillite, soit la production, l'outil de production est insuffisant, travaillez plus, mes chers confrères, soit le taux de charge est trop important, devenez de bons gestionnaires. Je suis désolé d'être un petit peu cru, mais voilà ce que je pense. Le deuxième point de notre universitarisation de nos territoires, c'est pas facile à entendre et à prononcer ce mot en clair. Aujourd'hui, source INSEE décembre 2024, un médecin sur deux exerce, je ne parle pas que des libéraux, exerce, public, privé, salarié, évidemment, exerce à moins de 43 km, ils sont assez précis l'INSEE, à moins de 43 km de leur université d'internat. L'INSEE rajoute également qu'un médecin sur deux exerce à moins de 80 km de son lieu de naissance. Je pense que c'est très important. Et je pense que c'est très important d'aller universitariser au niveau de l'internat tout d'abord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire au niveau du premier et deuxième cycle. Il y a des choses à faire sur le premier et deuxième cycle. Mais au niveau de l'internat, ça produira ses effets rapidement. Un internat, ça dure 4 ou 5 ans. La dernière année, c'est une année de docteur junior, donc d'une certaine autonomie, on va dire d'une grande autonomie, et c'est logique et souhaitable, c'est comme ça qu'elle a été construite. Mais dans les 4 premières années, pour les spécialistes en médecine générale, il y a 2 stages en libéral. Pour les autres spécialités, malheureusement, ça n'y est pas. Je ne suis pas un homme de la coercition comme. Et cependant, sur ce plan-là, je pense qu'à un moment, il faut en tirer les conclusions nécessaires. 2 stages en libéral doivent être réalisés systématiquement dans toutes les maquettes de formation de tous les médecins et de toutes les spécialités. Or, ce n'est pas le cas.
C'est le cas chez les généralistes, parce que ce sont dans les maquettes de formation des médecins généralistes. C'est de temps en temps le cas dans les spécialités, de façon ponctuelle, de façon assez rare, laissée au bon vouloir d'un coordonnateur d'EDES, d'un doyen qui veut pas, d'une inquiétude X ou Y. Ça n'a pas de sens. On rentre aujourd'hui en faculté de médecine 13 000 médecins par an. On était 3 000 3002 il y a 20 ans. Les hôpitaux n'ont pas été multipliés, une activité multipliée par 4. Laissons et formons aussi hors des murs, finalement, les plus jeunes. Tout ne peut pas être fait que derrière les murs épais des CHU. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps. Que nous, la CSMF, nous le disons, mais d'autres, des doyens, par le passé, le disaient avec force. Donc, il faut, je pense, universitariser avec les territoires, essentiellement au niveau de l'internat. Créer un statut d'assistant territorial. Alors, j'ai bien lu la proposition du Sénat qui nous rejoint, la proposition du gouvernement un peu moins, pour pas dire franchement moins, parce que chacun veut créer un statut d'assistant territorial. Le gouvernement appelle ça praticien territorial de médecine ambulatoire. Je lis et en disant qu'on garantira un revenu et qu'il y aura une exonération de jours de solidarité territoriale. La CSMF, nous défendons plus, et d'ailleurs, comme l'ont écrit les sénateurs, comme le défendent le Conseil, la conférence des doyens, le Conseil national de l'ordre des médecins, les syndicats de plus jeunes, mais tout ça s'est fait à l'initiative, chacun de façon parallèle. Nous, la CSMF, nous avions mené cette réflexion, la conférence des doyens également, de créer un statut d'assistant territorial qui, le principe, c'est de rester sur le territoire peu doté, sous-dense, au-delà de son internat pendant une année ou deux. Et au bout de cette année ou de ces 2 années d'engagement dans le territoire qui nous a formés, eh ben, soit on devient praticien hospitalier et on accédera à un échelon plus important dans l'échelle de rémunération des praticiens hospitaliers, soit on embrasse un exercice libéral, que le remerciement se fait au travers d'un espace de liberté tarifaire solvabilisé, d'un optam finalement, pas d'un secteur d'eau ouvert à tous. Il n'est pas question d'aller finalement que la santé et l'accès à la santé coûtent plus cher aux populations qui sont déjà les plus en difficulté pour trouver un médecin et qui souvent sont les plus fragiles économiquement. Toujours sur le côté universitarisation, je parlais des stages d'interne, les PADU, j'entendais le ministre hier soir en parler, je rejoins assez ses propos. La situation personnelle des PADU est complexe, elle doit être améliorée. Les examens de validation de leurs compétences doivent être facilités. En revanche, je m'oppose et je me suis opposé avec force, même si on s'est franchement engueulé, pour ne pas le dire, avec un responsable d'un des syndicats de PADU, me disant, mais vous êtes le seul des syndicats libéraux à vous opposer au fait qu'on régularise tous les PADU qui sont sur le territoire depuis 24 mois, parce qu'ils y sont depuis 24 mois. Ben non. Il y a un minimum de connaissances, de validation. Ça peut être fait localement par leur chef de service sur des critères nationaux, mais on ne peut pas faire, c'est pas la durée de présence sur le territoire qui assure ça. Et plus vite sur les autres points, la simplification, c'est une méthode d'attirer les médecins. Alors, chacun y va de ses propositions. Vous avez vu, nous, on soutient les autodéclarations pour les arrêts de travail, le gouvernement aussi, les sénateurs aussi. Je vous parlais des transports. Moi, je pense qu'il faut réserver la prescription médicale de transport qu'au seul transport pour raison médicale. Le reste, c'est du social. Et ça ne doit pas monopoliser du temps médical. C'est très important que les plus fragiles puissent être aidés pour venir voir leur médecin. Mais ce n'est pas du job du médecin d'aller tarifer une consultation parce que Madame Michu, qui vit toute seule dans une campagne retirée, elle n'a pas de voiture et elle est âgée et elle est peu fortunée. C'est un transport social. Et bien sûr qu'il faut l'aider, mais ce n'est pas une prescription médicale.
de simplifier par les prescriptions, de simplifier alors, la prescription des arrêts de travail de courte durée. Pendant le Covid, on prescrivait des arrêts de travail, on s'auto-déclarait, les Portugais l'ont mis en place. Ça nécessite que les partenaires sociaux s'entendent sur les jours de carence, mais je pense qu'il faut pouvoir libérer du temps médical et simplifier les choses. 3 autres points rapidement. Coopération entre les professionnels de santé, je l'ai dit, vous en parlerez. Nous, c'est très clair, il faut favoriser le déploiement des assistants médicaux. On n'en a pas assez. Pour le faire, il faut que ce soit plus facile, que les objectifs à atteindre soient plus simples à atteindre, que dans un cabinet de groupe, on puisse embaucher 1, 2, 3 assistants médicaux et qu'ils soient partagés entre médecins. C'est en train de se faire, mais j'ai envie de dire, ça va pas assez vite. Il faut favoriser l'arrivée des infirmières en pratique avancée. On n'est pas de seul à CSMR qui disons « Ah, elles vont faire le rôle de petits docteurs », mais pas du tout. Mais on en a absolument besoin. C'est absolument nécessaire. Simplement, quand on commence à parler d'accès direct à d'autres professions de santé, on ne dit pas non, nous. On dit j'ai eu cet échange avec Lionel Collet dans son bureau il y a une quinzaine de jours, et je reprends exactement les propos de Lionel Collet. Les propos de Lionel Collet étaient eh ben, nous, à la l'HAS, on est assez d'accord avec vous. Notre seul point de vigilance, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de perte de chance pour le patient. Et il me disait, mais Franck, comment tu vois ça? Eh ben, j'ai dit, tu vois, Lionel, si on ne veut pas de perte de chance, ça doit se faire dans le cadre d'un exercice coordonné, protocolisé. Évidemment, si on tombe sur un médecin qui a décidé de tout bloquer, il faut, c'est ça le sens de la responsabilité collective, de faire comprendre qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il en va de l'intérêt de la population. Mais c'est pas un travail en délégation, c'est coordonné, protocolé. Finalement, c'est ce qu'on fait tous dans l'exercice. Médecins aussi, hein, sinon ça se termine un petit peu douloureusement. Je pense qu'on n'améliorera pas, mais ça c'est à plus long terme, l'accès aux soins sans un virage réel vers une politique de prévention plus importante que nous l'avons aujourd'hui. Ça ne va pas, et va pas assez vite, et on pense toujours que ça produira des effets qu'à très long terme, mais pas tout le temps. Quand on est le gouvernement, et je sais combien Neil s'en occupe, et d'autres aussi, travaillent aujourd'hui sur la politique des vaccinations hivernales pour l'hiver prochain, parce que c'est là ces jours-ci que ça se décide, et entre autres sur les vaccins contre la grippe dits améliorés, et combien on en a cruellement manqué l'an dernier. Mais il y a à la fois l'accès à ces outils, et puis il y a un moment ou un autre, il va falloir expliquer, mais aussi responsabiliser celles et ceux qui sont la cible de ces vaccins et qui ne le font pas. Moi, j'avoue que vous avez vu les propos d'Agnès Buzyn sur ce plan dans le quotidien du médecin. La question qui lui était posée, c'est vous avez rendu obligatoire un certain nombre de vaccins de l'enfant, le regrettez-vous? Et que pensez-vous des vaccins conseillés, entre autres en période hivernale pour les adultes et entre autres pour les professionnels de santé? Pensez-vous qu'il faille passer à une obligation? Sa réponse a été pour les enfants, je ne changerai rien parce que c'est notre devoir d'État de les protéger, parce qu'ils ne font pas le choix eux-mêmes. Rendre obligatoire des vaccins chez des adultes, futiles des professionnels de santé, on sait où ça commence et on ne sait pas, l'histoire nous a montré dans sa bouche, bon, évidemment ça nous frappe tous, où s'arrête le sens de l'obligation. En revanche, responsabilisons celles et ceux qui ne le font pas. 20% des professionnels de santé se sont vaccinés contre la grippe cet hiver. J'avoue que c'est dans les établissements de santé, c'est 20% seulement, privé et public. J'avoue que c'est très choquant. Et puis, dernier point, c'est à la fois un point qui répond à la saisine du Premier ministre, vous savez, qui nous a tous demandé aux différents hauts conseils. Je participe aux travaux du HCAM sous la présidence de Yann Gaël Amgar et la vice-présidence de Pierre-Jean Ancry, de trouver des sources d'économie rapides, parce que ça doit être énorme, hein, en 40, on parle même presque de 50 milliards d'euros. Ben, on est dans des sommes dont on n'entend pas beaucoup parler d'habitude, finalement. C'est vrai qu'on a fait un certain nombre de propositions. Si je devais en retenir une, c'est la pertinence. Pour moi, la pertinence, c'est la mère des batailles. Si on n'y va pas tous, et c'est pas que le médecin prescripteur, c'est tous, les usagers en général, soignants, soignés. Finalement,
ville, hôpital, clinique. Si on n'y va pas avec force, la seule réponse possible sera le coup de rabot. Or, la pertinence et la qualité, ça améliore la qualité de la prise en charge, ça libère du temps médical et donc ça facilite l'accès aux soins. Et puis, ça permet d'assurer la soutenabilité financière de notre système de santé qui est super gravement menacé. D'un mot de conclusion, vous disiez, j'ai vu Catherine Vautrin deux fois, une fois de façon très officielle et une fois de façon très, très off locale, je vais dire, parce qu'on est sur le même territoire. On parlait du rapport au travail. Et elle me disait, oui, c'est vrai, ça a changé, mais ça peut changer dans l'autre sens. L'élément majeur qui secoue notre société et notre pacte social, c'est que les Allemands avaient pris de l'avance finalement. C'est que notre natalité chute et que ça met par terre tout ce qui a construit notre modèle social, puisqu'on a construit un modèle social sur plus d'actifs que de gens qui ne le sont pas, avec des actifs qui travaillaient d'arrache-pied. Et ça nous amène à devoir non pas le mettre par terre, mais réfléchir à la soutenabilité financière de notre modèle. Voilà, désolé, j'ai peut-être été un peu long. Non, 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 je crois que c'était hyper important. Vraiment, merci Franck de toutes ces explications. Non, c'était très important. Pourquoi? Parce que on a un peu l'impression, vu de l'extérieur, je me mets comme un observateur extérieur, même si, comme tu le dis, on est très impliqué chez NIL autour de questions qui sont des questions de santé publique, et grâce aussi à la CSMF et à d'autres partenaires, parce que les coalitions, ça peut fonctionner pour faire bouger les lignes. Mais je crois il y a vraiment quelque chose de tout à fait important à bien comprendre les problématiques. Moi, je retiens quelque chose, mais c'est peut-être à titre de citoyen et d'élu local. Tu fais beaucoup appel au territoire. J'en suis très heureux. Je trouve que ce système est beaucoup trop centralisé, avec en plus de ça une sorte de, comment dire, de double centralisation. C'est-à-dire que non seulement on a la centralisation du ministère de la Santé sur les régions et les ARS, mais en plus on a la centralisation des ARS sur leur propre territoire, avec en particulier un recours au centre, on va dire, au centre de l'ARS, c'est-à-dire une ARS qui est centripète alors qu'elle devrait être centrifuge. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des délégués territoriaux qui sont de vrais animateurs et qui passent leur temps en permanence sur le terrain pour savoir comment est l'offre de soins, qu'est-ce qu'on peut faire avec telle municipalité, avec telle communauté de communes, voir comment les choses peuvent s'organiser avec... et ça, on ne l'a pas. Je suis désolé, c'est extrêmement rare d'avoir des DG d'ARS qui fonctionnent comme ça. La deuxième chose, moi, que je retiens de ton intervention, c'est cette universitarisation, j'ai autant de mal que toi à le dire, des professions de santé. Je crois qu'elle est absolument nécessaire. Je regrette que le rapport de l'Académie de médecine ne soit pas mis en place et qu'on ait passé à 10 ans les études de médecine à la place de 8 ans. Euh, et le troisième point qui me semble extrêmement important aussi, c'est la pertinence. Il suffit d'aller passer quelques jours dans un hôpital pour s'apercevoir qu'à 3 000 euros la journée, on reste à peu près 24 moins une demi-heure de temps dans un lit et qu'on ne fait rien du tout. Donc, expérience personnelle ces derniers jours. Euh, je suis extrêmement contrit de voir que j'ai contribué à 15 000 euros de dépenses, tout ça pour avoir simplement au bout du compte une IRM. C'est quand même, c'est quand même assez scandaleux alors que j'aurais pu la faire à l'extérieur. Donc on est sur une problématique qui est, à mon avis, solvable à partir du moment où on prend le taureau par les cornes et surtout qu'on adopte des idées nouvelles, on a des outils nouveaux, on a plein de choses à faire. Mais est-ce que tu crois que les acteurs sont prêts à l'heure actuelle? Moi, je le pense, mais ils ont besoin de formation pour le bien le comprendre, à faire ces changements de paradigme qu'on appelle depuis, je sais pas, 20 ans.
20 ans. Enfin, moi, j'ai l'impression de répéter la même chose chez Neil depuis 20 ans. Mais là, on est encore une fois, on est le nez dans le mur, on est à 2 centimètres, et on va passer comme la protection sociale. Je me souviens d'un débat il y a 20 ans sur la protection sociale et en particulier les assurances complémentaires pour les personnes âgées. On va passer le nez de l'autre côté du mur. Et ça va nous coûter encore plus cher. Alors, premièrement, hier soir, je croisais au CRAPS euh, Agnès Firmin-Lebaudot et qui me disait euh, c'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui. Non, depuis, on est quel jour? Mercredi. Donc, depuis hier et aujourd'hui, se discute à l'Assemblée nationale la proposition de loi qu'on qualifie de proposition de loi Guillaume Garot. Et elle me disait, tu as vu mes prises d'opposition? Et ce qui est vrai. Et d'ailleurs, les prises d'opposition, si vous avez vu comme moi, de tout ce que, alors ce n'est pas désobligeant à l'endroit des autres députés, tout ce que je qualifierais comme députés sachants en santé, ceux qui ont été ministres, ceux qui ont été présidents, rapporteurs généraux des commissions des affaires sociales, tout parti confondu. Frédéric Valtou n'était pas là lors du vote parce qu'il avait d'autres réunions, mais c'était clairement exprimé. Agnès Firmin-Lebaudot, elle n'a pas ménagé sa peine pour s'exprimer sur ce plan. Stéphanie Rist également. Et quand on regarde dans le détail du vote, parce qu'il y a eu des votes par groupe, comme toujours, pas tout le temps. J'avais interrogé il n'y a pas longtemps, moi aussi, au CRAF, d'ailleurs, Édouard Philippe, sur ce sujet-là, en disant dites-moi, Monsieur le Premier ministre, à Horizon, il y a des députés qui ont des votes un peu différents sur ce sujet-là. Il m'avait fait une réponse très politique en votant en touche. Mais si on prend par exemple le groupe des socialistes, tous ont voté pour, dire logique, je comprends, sauf un, Aurélien Rousseau. Ouais. Aurélien Rousseau a voté contre. Or, ce n'est pas forcément son intérêt politique personnel, parce que l'accès aux soins, c'est un vrai sujet. Et on le voit bien d'ailleurs, ça déchire tout le monde, ça rend, on est à vif. L'audition parlementaire du groupe transpartisan, je me souviens d'une députée qui devait être Horizon Renaissance, nous expliquant et nous disons, mais alors ça a été rapporté dans la presse parce que, entre autres, des plus jeunes, de représentants de médecins ont très mal vécu ces propos parce que cette députée nous disait, mais finalement, vous n'en avez rien à faire, vous vous foutez royalement de vos patients, c'est inadmissible. Moi qui ai vécu toute ma vie avec un mari vétérinaire, ils étaient deux, ils étaient d'astreinte une nuit sur deux, ils ont fait ça toute leur vie, et ils allaient faire véler les vaches en pleine nuit. Et on sentait bien qu'il y avait une souffrance plutôt qu'une volonté d'agresser. Je ne suis pas psychologue, hein, je suis gastroentérologue, je vous rappelle, mais c'est comme ça que moi, je l'ai vécu avec un peu plus d'expérience que les plus jeunes, en disant, mais attendez, elle exprimait une vraie souffrance, cette dame-là. Et quand on est allé la voir à la fin en lui disant, mais vos enfants à vous, vous avez des enfants avec votre mari Veto, et ils travaillent comme ça un jour sur deux, une nuit sur deux? Ah bah non, ah oui, oui, mais ils ne sont pas médecins. Bah oui, mais c'est pareil. Alors, pour répondre à tes trois, oui, bien sûr, je crois territoire énormément. Je ne suis pas le seul parce que, j'ai envie de dire, il y a un certain nombre d'alignements des planètes. Euh, Quand on prend la proposition de loi de Philippe Mouillet, quand on prend les propositions du gouvernement sur le chapitre consacré à la solidarité de la communauté médicale pour favoriser l'offre de soins, il dit bien que euh, on va, et d'ailleurs, c'est les propos qui m'ont été tenus par Yannick Noder la semaine dernière, parce que c'était, mais attends, on va obliger tous les médecins à faire 2 jours par mois. En off, peut-être qu'il dira différemment, mais parce qu'il a son Premier ministre aussi. Il m'a dit non, non, pas du tout. On te rejoint, Franck. En fait, on va définir 100 à 150 territoires. On est loin des 1300 bassins de vie, hein, parce qu'il y a 1300 bassins de vie, il disait le président de la République, hein, c'est 1300 communautés de communes, si je ne me trompe pas, 100 à 150 territoires, donc ça fait un et demi par département finalement, qui sont pour nous des zones rouges, des zones sensibles. Qui va définir ça? ARS, préfecture, élus locaux. Je lui dis, il manque un acteur, c'est les URPS, c'est les médecins libéraux de terrain, parce que c'est à eux que vous adressez quand même. Il manque les patients, mais on peut peut-être les trouver dans les élus locaux finalement, ou les représentants. Mais en tout cas, il manque ces deux acteurs-là. Et les professionnels, ils vont définir 100 à 150 territoires.
regarder ce dont on a besoin, centrer essentiellement sur la médecine de premier recours, la médecine générale, éventuellement sur d'autres spécialités, et inciter, comme la permanence des soins. Et je lui dis, mais financièrement, c'est dans la convention. Après, il faut qu'il n'y ait pas de surcoût, parce que le cabinet secondaire, ça fait des surcoûts, les médecins vont fuir. Le deuxième point, c'est sur la pertinence. Ben oui, moi j'y crois dur comme fer. Et dans toutes les activités, il n'y a pas, évidemment, on a toujours tendance à pointer le service d'urgence hospitalier. Il y a plein de choses à faire, y compris des choses simples. Quand on sait qu'aujourd'hui, à l'hôpital, mes confrères des hôpitaux, et entre autres dans les services d'urgence, ne peuvent pas consulter la partie DMP de mon espace santé parce que les outils numériques ne sont pas adaptés. Ben, ça veut dire que demain, j'ai passé un scanner il y a 8 jours, je suis ce soir aux urgences. Oui, on prend pas, il n'y a pas de problème, on refait le scanner. Mais toujours. Et il ne faut pas rêver, hein, chez les libéraux, il y a beaucoup, chez tous, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire sur la pertinence. Et là aussi, moi, je crois, ça doit être un gagnant-gagnant. Je ne suis pas en train de dire que ça doit être 50-50. Ça peut être à 80-20. Mais je ne crois pas à la contrainte. Et puis le dernier point, c'est l'universitarisation. J'y crois dur comme fer. Je le disais tout à l'heure, hein, sous mon goût, je vois ta main levée, Benoît, mais du rapport du Haut Conseil sur l'avenir de l'hôpital et de cette volonté, je connais bien le rapport pour des raisons personnelles, mais très bien le rapport, mais cette volonté de créer, à l'époque, c'était 95, une communauté hospitalo-libérale de territoire. On est là-dedans, hein, pour moi, dans l'universitarisation. Simplement, aujourd'hui, on est au pied du mur, on pourrait dire quasiment au fond du gouffre. C'est ça le sujet, hein, au fond du gouffre. Et le dernier point sur la durée d'études médicales, vous avez vu, comme moi, qu'il y a des voix, et moi, je salue et j'applaudis les propos de Didier Gosset, doyen honoraire de la faculté de médecine de Lille, qui a été repris, je crois, par l'Académie de médecine, de réduire d'au moins 2 ans les études médicales. Bien sûr qu'il faut la dernière année de docteur junior parce qu'elle est professionnalisante, mais on sait tous, moi qui ai fait médecine, elle apprend, c'est bien la biochimie, mais le cycle de Krebs, Olivier, ouais, c'est bien. Ça ne nous a pas servi à grand-chose. Voilà, c'est bien, c'est la culture générale, c'est important, mais en tout cas, Oui. mais oui, on était dans le peloton de tête, maintenant on est dans les 3 pays de l'OCDE qui ont les durées médicales les plus longues, or on manque cruellement de médecins. C'est un peu antinomique. Alors, je sais presque la question que vous pose Benoît, mais je ne la C'est pas poserai pas sûr. pour lui. Je ne la poserai pas pour lui. Donc, Benoît, je te passe la parole, bien entendu. J'invite également tous nos amis qui sont en ligne à lever leurs mains pour poser les prochaines questions. Et bien sûr, les membres de mon équipe également, qui sont euh, très compétents et très pointus et qui ont souvent des questions qui sont assez intelligentes. Je te passe la Merci, parole. merci Olivier, merci Franck. D'abord, comme Franck, je me réjouis de te voir à la tête de ce débat de Nil parce que c'est très important de te voir à cette place-là. Franck, je t'ai connu, moi, il y a sans doute 20 ans, et quand je t'ai connu, pour moi, tu incarnais l'innovation dans le territoire. C'est comme ça que que j'ai fait ta connaissance et vraiment, je sortais d'une expérience, enfin, j'avais été ARH, j'avais été directeur de CHU et je trouvais que ce que vous faisiez dans les Ardennes et depuis Reims, c'était vraiment l'exemple à suivre. Je voudrais un peu, alors je ne sais pas si c'est la question que Olivier souhaite que je pose, mais je voudrais un peu pousser une gueulante, euh, non pas pour me faire remarquer, mais parce que j'ai bien peur, malheureusement, et là je parle presque de pertinence syndicale, que malgré tout ce que tu nous as présenté, et dont 90% pour moi sont des propositions tout à fait bien pensées et tout, j'ai bien peur que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va encore dire que les syndicats de médecins ont traîné les pieds, ont été finalement opposés à toute réforme et tout ça. Pour cela, et je fais ce parallèle aujourd'hui où s'ouvre le conclave à Rome, tu me diras, je ne sais pas quelle est la remarque, mais si, il y en a une, c'est que les conclaves, c'est bien, mais c'est 133 hommes
Voilà. Et ils oublient juste la moitié de l'humanité. C'est comme ça que l'Église catholique, si elle continue, va mourir. Parce que, bon, c'est inéluctable, c'est comme ça. Bon. Je pense, de mon point de vue, il y a trois questions sur lesquelles vous devriez avoir une attitude beaucoup plus de propositions beaucoup plus forte. Alors, pour certains, tu les as abordés, donc, mais il y en a une évidemment qui me tient à cœur, et Olivier le sait, c'est évidemment celui du statut entre libéral et hospitalier. Quand je t'ai entendu là pendant une heure, à un moment, je me suis dit, mais finalement, Franck, il assimile statut salarié avec l'hôpital et statut libéral avec la ville et le territoire. Je pense que c'est beaucoup moins évident aujourd'hui et que le risque que vous avez, vous, libéraux, à défendre ce statut absolument, c'est que on va passer, quand on a commencé à en parler il y a 20 ou 30 ans, on était à peu près à 50-50. Aujourd'hui, on est plutôt à 60-40, voire même un peu plus. Et comme tu l'as dit, les jeunes, eh bien, ils sont naturellement attirés par un statut plus bon. Moi, ce que je propose, c'est pas de passer tout aux salariés, tu le sais, c'est de refondre complètement un statut mixte entre libéral et salarié qui s'appliquerait à tous les médecins français, quel que soit leur lieu d'exercice. Je pense que, alors, quand je disais ça il y a 6 ans, Jean-Paul Ortiz peut en témoigner, on nous traitait un peu du luberlu, vraiment, bon, pourquoi on dit ça, c'est complètement idiot. Madame Buzyn elle-même m'a dit souvent, mais non, Monsieur Péricard, il y a des passerelles et tout ça. Je dis non, c'est pas des passerelles qu'il faut, c'est une refondation du statut du médecin en France, comme d'ailleurs, on parlait du Danemark. Je te rappelle que quand j'avais posé la question à l'ambassadrice du Danemark, elle avait mis du temps à répondre parce qu'elle ne comprenait pas la question. Elle disait, mais c'est quoi les deux statuts que vous avez en France de médecins? Je pense qu'il faut vraiment prendre cette question à bras le corps. La deuxième question, et là tu as un peu plus répondu dans ton point 4 des 6 propositions sur la coopération, mais je pense qu'il faut encore plus aujourd'hui et il n'y a rien de mieux que les médecins pour convaincre la population qu'il faut aujourd'hui un statut, enfin pas un statut, un poste d'infirmière beaucoup plus, évidemment on pense aux IPA, mais beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Et j'en veux qu'une preuve, mais qui est il y a notamment un article, un exercice de l'article 51 qui s'appelle Équilibre, qui a reçu à peu près l'accord de tout le monde, sauf de 2 institutions. Un, les syndicats d'infirmiers qui sont d'horribles conservateurs, il faut bien dire les choses comme ça, enfin, qui ne veulent rien changer à rien. Et puis la CNAM, qui trouve aussi que c'est bien compliqué et que c'est peut-être pas assez efficace par rapport à ce qu'ils souhaitent. Bon. Et puis le troisième plan, je pense, où il faudrait que vous mettiez, c'est, et ça Olivier en a parlé, c'est la question de la région. Non pas tant, il a très bien dit sur l'ARS, l'ARH, les délégués territoriaux, et Dieu sait si c'est une question qui m'a habité pendant plusieurs années. Je pense que j'étais à peu près en ligne là-dessus. Et bon, mais il faut que vous sortiez de la posture de la convention nationale exclusive, parce que je pense que, non pas pour défaire ce qui est national dans notre pays et tout ça, mais l'organisation concrète de la permanence des soins et de la présence sur le terrain, ça ne peut se régler que au niveau des régions. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Et je terminerai là-dessus parce que la petite anecdote que quand je vois que c'est Guillaume Garot, député de Laval, qui fait cette proposition, et alors ton ami Luc Duquesnel s'en souviendra bien, mais je suis convaincu qu'en 2003, on est passé à 2 doigts d'une solution qui aurait été beaucoup plus intelligente,
entre libéraux et d'ailleurs hôpitaux locaux. On avait la chance dans la Mayenne d'avoir des hôpitaux locaux bien répartis sur le territoire, qui faisaient une sorte de maison de santé en quelque sorte. Et c'est ça que proposait Duquesnel. Ça n'a pas été, mais c'est peut-être parce qu'à l'époque il n'était pas encore à la CSMF, euh, mais ça n'a pas été admis à l'époque ni par la préfecture ni par la CNAM. Moi, je n'étais malheureusement à l'époque qu'un directeur d'ARH, donc je n'étais pas forcément compétent sur la... Mais je suis malheureux comme une pierre de voir qu'on a loupé des solutions qui auraient pu être beaucoup plus constructives. Voilà. Mais si vous ne sortez pas de la posture d'assiéger un peu dans laquelle vous êtes, et si vous n'allez pas sur 2 ou 3 questions fondamentales sur lesquelles vous passez pour des proposants, enfin pour des gens qui proposent, je dis malheureusement, je pense qu'on sera là dans 3 ou 6 mois à se dire, bah oui, on a encore loupé une occasion de prôner l'innovation. Merci. 5 ou 10 ans même. Merci Benoît, c'est toujours enrichissant, vraiment enrichissant pour moi. 3 réponses aux 3 questions. Je ne sais pas si c'est un problème de statut. C'est ça, ma seule question, c'est ça, sur le statut. Est-ce que c'est le statut propre des praticiens hospitaliers qu'il faut faire évoluer? Ce qui est certain à mes yeux, c'est que il faut décloisonner ce truc-là. C'est juste pas possible. On a 2 machins. On a une richesse qui est la complémentarité et pas l'opposition, la complémentarité entre un système hospitalier et un système libéral. Et dans le système hospitalier, il y a le système hospitalier des cliniques dites à but lucratif. Le terme m'énerve moi, ça m'a toujours énervé. Comme si le propre du système hospitalier à but non lucratif, ESPIC ou hôpital, c'était de perdre du fric. Ouais, non, faut pas qu'il y ait d'abus et pas de financiarisation excessive. Mais qu'on fait partie du même bateau et que c'est ensemble qu'on sauvera les meubles. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire vraiment, alors je ne sais pas comment on l'appelle, est-ce que c'est ces statuts? Je ne suis pas sûr qu'il faille rendre forcément obligatoire, mais en tout cas, de dire à un praticien hospitalier, vous pouvez avoir une activité libérale dans les murs, hors des murs, comme vous voulez, et ben, vous êtes honoré pour l'activité que vous allez faire, et on assouplit les choses. Donne un exemple. Quand mon copain Reza Kenmanèche, le professeur Reza Kenmanèche, qui est professeur de chirurgie hépatique et pancréatique du CHU de Reims, qui est un type super, simplement il me dit, mais moi, au CHU, je n'arrive plus à trouver de place suffisante pour faire mes chirurgies hépatiques et pancréatiques, parce que comme il est devenu la référence à 200 bornes à la ronde, ou presque, tout se concentre sur lui. Il dit, j'arrive plus. Est-ce que je peux venir faire ça dans les murs de la clinique? Ça a créé quelques émois du côté de mes copains chirurgiens qui me disaient, on va quand même pas faire l'interne de garde du professeur là. Non, mais une fois que ça c'était assez, eh ben, ça n'a pas pu être fait. Parce qu'il fallait monter, ben, c'était faisable, mais il fallait monter un GCS pour un seul homme. Voilà. Mais assouplissons le système. On a besoin des autres. On sait combien, et y compris le président de la République en parlait il y a quelques jours, la recherche française a besoin d'une énergie suffisante. Bien sûr qu'on peut la faire en ville, mais quand je vois l'activité qui est la mienne dans mon activité de médecin libéral, et là, je vais faire de la recherche clinique, mais rien du tout, j'ai pas le temps. Et pourtant, c'est tellement important. Donc moi, je pense qu'il y a, en tout cas, c'est peut-être statutaire, cette coopération des missions que je qualifierais de service public et d'un exercice libéral où qu'il soit, et de libérer les énergies sur ce plan. Ça me semble indispensable. Sur la coopération, je pense qu'on a une attitude, en tout cas nous, CSMF, et un positionnement très clair. J'entends ce que tu dis sur les syndicats médicaux qui sont, et le Premier ministre l'a dit, le Premier ministre dit, vous n'avez aucun sens de la responsabilité, vous campez sur vos acquis. Je reviens sur les propos que tu donnais au sujet du conclave. Hein. Si c'est ça, et ce que me disait Agnès Buzyngière, si c'est ça, c'est la fin d'une histoire. Il faut parler, à mes yeux, moi, c'est le discours que je tiens aux plus jeunes.
je leur dis, je suis désolé, mais si l'attitude et le positionnement est de dire le libéral, c'est la liberté, on fait ce qu'on veut, puis de toute façon, même si on n'est pas libéral, on fait ce qu'on veut, et puis parce que dans une situation de force, parce que la société a besoin de nous, eh ben, on va appuyer fort sur ce levier-là. Je dis, mais vous allez perdre, pas ma génération à moi, mais vous demain. Mais vous demain, vous allez perdre. Vous allez perdre fortement, parce que la démocratie va répondre. Et elle va répondre, et elle répond déjà aujourd'hui, même si ça mettra du temps, même si le rapport au travail a changé. Mais on est passé de 3500, 7000 médecins formés à la fin des années 70, 3005 à peu près dans les années, pendant les 20 ans de 80 à 2000, 8000 qui sortent aujourd'hui, 13 000 qui vont sortir dans quelques années, 16 000 demain, 20 000 après-demain, 6 fois plus. Je leur dis en rigolant, hein, 6 fois plus. J'espère franchement pour vous que vous n'ambitionnez pas d'être le premier revenu de la famille. Parce que ça ne va pas le faire. Hein. Parce que vous allez subir ce que bon nombre d'avocats ont subi. Et on sait très bien que bon nombre d'avocats, profession qui n'est pas, dont il n'y a pas de soutenabilité, un remboursement, sauf dans des conditions particulières, mais bon nombre d'entre eux tirent la langue. La coopération, pour moi, c'est une évidence. Les métiers évoluent, le périmètre des métiers évolue. Je regrette, et je l'ai dit aux ministres les uns après les autres, ça change beaucoup, mais au directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fatome, qui change moins, lui, et je ne pense pas que ce soit de son fait, et je pense que c'est aussi le fait de syndicats médicaux. On n'est pas là pour vider mon sac là, comme ça, mais sachez que, par exemple, dans la convention, je trouve qu'il y a un métier qui évolue peu ou pas assez, c'est celui des médecins. Les périmètres des métiers évoluent et pas celui des médecins. Considère que ce truc-là, c'est un socle immuable qui ne bouge pas. Mais bien sûr que si, ça bouge. Et sachez que dans la convention médicale qu'on a signée avec force, et je pense qu'on a été un des acteurs moteurs de cette signature de la convention médicale, mais moi, j'ai deux regrets quand je pense de la convention médicale. Je ne renie pas les signatures, au contraire. Sinon, sans règlement arbitral, tout serait pire qu'aujourd'hui. Mais j'ai deux regrets. Le premier, c'est qu'on est loin d'avoir atteint la simplification d'un mot quand la Convention fait plus de 700 pages. Voilà, quoi. D'un mot, quoi. La CSMF, nous portions et nous portons toujours une hiérarchisation des consultations à 4 niveaux en fonction de leur complexité, mais du rythme. On paye l'expertise plus cher, mais l'expertise, c'est pas tous les jours, tous les mois, tous les 3 mois. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Le travail d'expert, c'est une fois de temps en temps. Et puis dans le entre-deux, eh ben, il y a tout le rôle d'importance des autres professions de santé dont les périmètres évoluent. Et moi, je regrette infiniment que cette convention médicale, elle n'ait pas répondu à ça. Et elle n'a pas répondu à ça pour des problèmes de politique politicienne entre syndicats médicaux. Les uns, je pense entre autres à une spécialité qui est celle de la pédiatrie, avec une attitude qui était le pédiatre, il doit être rémunéré pour la prise en charge de la consultation d'enfants automatiquement plus cher que le généraliste. Et moi, depuis bien avant d'être président de la CSMF, il y a 25 ans de ça, je commençais à faire ma première épouse. On a fait 4 enfants, elle était pédiatre. Et comme je participais à des congrès de pédiatrie où le président du syndicat des pédiatres de l'époque était là, il défendait ça. Et je lui disais, avec des mots simples, mais enfin, 80% des enfants de moins de 2 ans sont suivis par un médecin spécialiste en médecine générale. Comment veux-tu qu'un politique digne de ce nom puisse donner comme message à la nation, je vais payer plus le pédiatre parce qu'il fait mieux. Peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est probablement vrai puisqu'il fait que de l'enfant. Mais il n'y a pas de raison de penser. Mais c'est politiquement pas entendable. Travaillons différemment. Et ben cette hiérarchisation à 4 niveaux, elle s'est cassée les figures pour une complexité. La deuxième chose que je regrette, mais c'est pour ça que quand on me parle de convention médicale, je ne cesse de dire que ça ne peut être qu'un point de départ, parce que, alors qu'Aurélien Rousseau, qui avait écrit la lettre de cadrage, avait mis comme premier objectif l'attractivité, il n'y est pas. Et c'est pas que du fric pour moi, l'attractivité. C'est pas que du fric, c'est un sens collectif de la responsabilité. Et puis le troisième point, sur les régions, moi, je pense que le territoire, alors je ne sais pas si c'est les régions ou si, en tout cas, l'organisation territoriale au plus près des départements et des communautés de communes, c'est important.
Il ne l'a pas dit, mais est-ce qu'il faut pour autant passer d'un nom d'âme à des ordam? Bien sûr que si. Oui. Est-ce que derrière, oui, oui, il faudrait pas qu'il y ait des. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que les deux choses marchent ensemble. Il y a le tarif national des consultations, et cela, je pense qu'il ne faut pas y toucher, sinon on va avoir des mouvements de population, de professionnels de santé d'un territoire à l'autre, sauf si on les contraint à rester sur place par la force, mais ça s'appelle la coercition, et je pense qu'on ne dirige pas par la coercition. Et puis après, il y a des objectifs territoriaux, des valorisations territoriales en fonction de l'engagement des uns et des autres. Et ça, pour moi, ça doit être valorisé. Quand la CSMF dit on demande un espace de liberté tarifaire solvabilisé, pour un chat, hein, solvabilisé par qui? Par les organismes complémentaires en santé, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et je ne demande pas un secteur 2 ouvert à tous et pour tous, il faut être raisonnable, ou alors on va taxer les Français qui sont déjà taxés plus. C'est pas ça qu'on demande. C'est de dire c'est pas tout le monde parce que j'y ai droit. C'est parce que je l'organise, et merci de citer effectivement l'organisation territoriale très innovante et très singulière sur mon territoire, et je suis de ceux qui fait tout pour essayer de la maintenir, et de ces consultations avancées partout. Et c'est très fragile, et c'est très fragile. Mais dire à ces médecins-là, généralistes ou d'autres spécialités médicales, cet engagement, on le salue, on vous facilite cet engagement-là. Je pense qu'il faut y travailler tous les jours. Juste un exemple, le territoire qui est le mien et que tu connais, à côté de Châlons-en-Champagne, il y a une petite ville qui s'appelle Saint-Mémy. Il y a une maison de santé pluridisciplinaire. Là-dedans, il y a 6 ou 7 médecins généralistes. Ils faisaient des consultations avancées en Argonne. Très beau territoire, mais c'est désert quand même. C'est magnifique, mais il n'y a plus grand-chose sur le plan médical. Et à tour de rôle, ils organisaient des consultations avancées. Et ça se faisait avec la mutualité française. Et parce que économiquement, le modèle n'est pas rentable, eh ben, la mutualité a fermé. Et ça y est, ils sont en train de fermer. Et je trouve ça tellement dommage. Tellement dommage. Oui. Voilà. Et je ne suis pas sûr que ce soit à la mutualité française de porter. Mais la collectivité territoriale de dire on met telle salle de mairie qu'on transforme en un cabinet médical, et mettre un bureau, une table d'examen, hein, ça ne va pas pousser plus loin que ça. Et on assure un secrétariat, mais les secrétariats, ils sont aussi aujourd'hui distanciels. Ben on est en 2025 quand même. Si on ne met pas cet accompagnement-là, on va dans le mur. Et on va dans le mur, c'est-à-dire que la médecine libérale, elle risque d'aller de moins en moins bien ou d'avoir une médecine encore plus à deux vitesses. Et je crois qu'on a besoin des deux systèmes, mais je ne crois pas que la soutenabilité financière du tout salariat, nous pourrons y faire face. Je ne crois pas. Alors, on a encore 2 questions, une de Myriam et une de Gilbert. Ce que je vous propose, Myriam et Gilbert, c'est de poser vos 2 questions l'un après l'autre, voilà, dans le bon ordre. Question plutôt courte pour que Franck puisse répondre, parce qu'on a l'habitude de tenir les horaires. Et si vous en êtes d'accord, on fait comme ça. Myriam. Bonjour. Ce qui m'embête, c'est que le mot digital n'ait pas été prononcé une seule fois dans l'heure, alors que c'est probablement un levier pour dégager du temps médical des médecins, prévention et thérapie digitale en support des médecins auprès des patients et facilitation de l'accès aux soins. Quid? Gilbert? Oui, alors moi je voulais d'abord te féliciter, Olivier, d'avoir fait ce séminaire et remercier Monsieur De Vulder pour ses propositions dans lesquelles moi, en tant qu'élu local et président de l'association des élus santé, je me retrouve. Parce que la santé aujourd'hui, c'est une affaire politique, hein, et je me retrouve quasiment dans tout ce que vous dites. Alors, effectivement, vous n'avez pas parlé du digital et du rôle des CPTS. Voilà. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un pilotage au niveau local. À titre personnel, j'ai dû monter une association de médecins retraités. Ça m'a pris 20 mois. 20 mois parce que aligner les planètes, c'est compliqué. Et quand il n'y a pas un leadership vraiment affirmé, c'est compliqué. Donc, je vais m'arrêter là, Olivier, pour... Merci. Merci, Gilbert.
Franck. Alors, ce ne sont pas des oublis, parce que dans mes propositions écrites, évidemment, c'est deux sujets majeurs qui sont. Je commence par la question de Myriam Renaud sur le digital. Non seulement c'est une évidence, et vous avez raison, et désolé de ne pas l'avoir évidemment prononcé, je parle beaucoup, mais le temps est toujours un peu contraint. C'est une évidence, tant sur l'aspect télémédecine, c'est e-prescription qui se met en place, mais qui tarde à venir, avec un point de vigilance simplement, c'est qu'il n'y ait pas trop d'effet d'aubaine. Je pense à certaines activités de téléconsultation qui dévient finalement parfois le médecin du lieu où on souhaiterait qu'il exerce. Mais c'est une évidence, tant en téléconsultation, ça facilite la vie des patients, c'est évident, que ce qui se développe progressivement, mais pas assez vite, je parlais tout à l'heure de pertinence, que de la téléexpertise. Franchement, c'est 200% raison. Je ne pense pas que ça remplace, je pense que c'est complémentaire, que ça vient en complément d'eux, que ça peut être fait différemment, que la téléconsultation, elle peut être faite en direct, moi j'en fais tous les jours, mais elle peut être faite assistée en particulier. Moi, je suis toujours choqué de voir dans ma consultation, et je ne suis pas le seul à penser ça, de temps en temps arriver une personne extrêmement âgée, grabataire, sur un brancard qu'on mobilise pour voir le gastro-entérologue, pour savoir s'il ne faudrait pas faire tel examen parce que la personne, elle a eu un vomissement sanglant. Je me dis, mais c'est fou, mais c'est fou. Ça coûte un fric fou. Humainement, mais cette pauvre personne qu'on mobilise alors qu'elle est dans un état de santé très difficile, c'est humainement, c'est insupportable. Utilisons la téléconsultation assistée et prenons, voilà, il faut vivre avec notre temps. Monsieur Angard, oui, bien sûr, ça faisait partie de ma proposition, mais je me suis aperçu que j'avais pas parlé de ça sur à la fois le rôle, et j'en parlais tout à l'heure sur le Premier ministre disait on va faire jouer un rôle aux ARS, aux préfectures, aux élus. Il disait oui, et aux patients et aux médecins du territoire, c'est-à-dire aux URPS. Ben oui, parce qu'on ne va pas construire sans. Et il faut construire avec, et avec deux outils qui ne sont pas des offreurs de soins, mais des organisateurs de soins, les CPTS, et c'est important, et les équipes de soins spécialisées. Et on se bagarre, on n'est pas les seuls, on n'est pas le seul syndicat à le faire, et on se bagarre pied à pied aujourd'hui pour aller créer des équipes de soins spécialisées. Je suis à titre personnel en train d'en monter une sur mon territoire, mais Jean-Paul Ortiz qui nous écoute, on a monté une en néphrologie au pied des Pyrénées, mais les cardiologues de Paris, c'est impressionnant, quoi. Le succès de la CPTS, de l'équipe de soins spécialisés coordonnée par Patrick Assiag à Paris, mais sur d'autres, et je ne fais pas du CSMF dans le texte, l'équipe de soins spécialisés de dermatologie, son président, il est plutôt opposant à ma maison et à notre politique, mais peu importe. Mais ça, c'est des carrés de chapelle qui n'ont pas d'importance. Ça n'a pas d'importance par rapport à ceux dont on discute. Je pense qu'il faut valoriser ces organisateurs, parce que ce ne sont pas des offreurs de soins, mais je pense avec force et qu'il faut également aider les médecins, les accompagner. On n'a pas la culture de l'entreprise. Ça peut paraître surprenant, mais le maire de Houille, dont je parlais tout à l'heure, il en parlait à propos de la formation médicale. Il n'est pas médecin, le maire de Houille, et il disait, c'est invraisemblable, on met 12 ans pour former un médecin, et jamais il a le moindre cours de gestion d'une PME. Qu'il soit demain chef de pôle dans un hôpital public ou qu'il soit médecin libéral dans son cabinet, c'est une PME. En pratique nos cabinets médicaux. On apprend la médecine, mais le reste, on ne l'apprend pas. Et bien là-dessus, il faut que ça fasse la formation initiale, mais deux, que cet accompagnement puisse se faire pour que une offre de regroupement. Quand Benoît, tu disais tout à l'heure que tu étais et tu avais été impressionné par l'innovation territoriale, mais l'innovation territoriale que je dois à mon ami et ex-PDG Jean-Louis Desfieux, que tu connais bien, qui était médecin ORL. Le plus gros travail de Jean-Louis Desfieux, c'est que là où il a tellement détruit sa santé, ça a été de regrouper des médecins de même spécialité sur des mêmes lieux d'exercice et de les convaincre que leur intérêt, c'était de répondre à la population en faisant des consultations avancées. Ça paraît tout simple.
Mais quel boulot pour y arriver! Quel boulot pour y arriver! Et ben voilà, donc vous avez amplement raison. Mais ça doit être fait avec, moi je suis en train de monter ma propre équipe de soins spécialisés. Heureusement que je suis accompagné par un chargé de mission de mon URPS, parce que qu'est-ce que c'est complexe, hein. Franchement, de vous à moi. Il faut faire une lettre d'intention, et un projet machin, et un truc, et visé par un tiers. On va dire, mais voilà, quand il faut une politique du aller vers, c'est aussi ça. Moi, j'attends que pas qu'on fasse le boulot à notre place. Mais un médecin, ça travaille 55 heures par semaine et c'est pas un gestionnaire d'entreprise dans sa philosophie d'être. Accompagnons-le pour lui dire, regardez, on va monter ensemble un projet, on va vous écouter, docteur, parce que si on fait pas ça, ils vont pas répondre favorablement, à tort ou à raison. Et ensemble, on va construire un avenir meilleur pour vous et donc pour la population. Et je pense qu'on aurait gagné si on fait ça. Sinon, on va dans le mur. Eh bien, Franck, c'est les derniers mots de ce Café Nil. Vraiment, merci pour ces explications très pointues, très fouillées sur la situation actuelle, en particulier de la médecine libérale, sur ce qu'on peut faire. Ça, c'est très important parce que sans projet, on n'arrive à rien. Et, eh ben, il faut qu'on se voit dans pas longtemps pour discuter de tout ça. Oui. Il y a encore des choses à faire. On parlait tout à l'heure de prévention sur le plan de la vaccination. On arrive dans des circonstances qui sont ubuesques. Enfin bon, voilà. Pour la prévention, pour faire en sorte de prendre en charge les populations, on a vraiment besoin que tout le monde discute ensemble. Et je crois que on va dire les oukases ou les contraintes que peuvent se mettre les acteurs ou les autorités sur les acteurs, à l'heure actuelle, n'ont plus lieu d'être. On est dans un système qui est en alerte, qui est en surchauffe. Si on veut bien faire pour les populations, il faut qu'on s'y mette tous autour de la table pour avancer. Merci encore vraiment de ta présence et à très très vite. Et très vite également pour nous retrouver tous autour du prochain Café Nil. Je vous donne pas de date pour le moment parce que on attend d'en caler quelques-unes, mais vous serez de toute façon avertis dans peu de temps sur les prochaines dates prévues. Merci à tous. Merci, Une très Olivier. bonne journée. Merci Franck, bon courage. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.